Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et ce soir on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 11. Étape de transition, cette étape numéro 11 entre Albertville et Valence, il ne s'est pas passé grand chose, ça a été assez calme à part une chute au milieu d'étape notamment avec Julien Simon, le coureur de la Total Energy et quelques tentatives de coups de bordure mais qui au final n'ont éliminé que les plus faibles ou les coureurs qui se sont désintéressés on va dire du classement général. L'étape a été plutôt assez tranquille avec un sprint là aussi. Alors même si l'approche du sprint a été assez nerveuse, le sprint en lui-même a été assez calme. Donc ça a été plutôt tranquille. Je trouvais même sur le papier que c'était plus dangereux que ce qui s'est passé dans la réalité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quand vous vous abonnez, vous pouvez mettre également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne avec les petites notifications YouTube. Étape de transition, une étape assez tranquille en lendemain de journée de repos. Alors c'est jamais facile un lendemain de journée de repos parce que parfois... Enfin, journée de repos au maximum, les coureurs vont faire une sortie de 2 heures. Quand tous les jours tu cours minimum 3h30, 4h, sauf les contre-la-montre. Et un contre-la-montre c'est quasiment 4 heures vu l'étalement dans la journée des efforts, on va dire. C'est compliqué, c'est presque pas normal pour le corps qui s'est habitué à cet effort-là tous les jours. Donc c'est jamais facile, des fois on a les jambes un peu lourdes, on a un peu du mal à retrouver le rythme. Du côté des coureurs et puis parfois on est un peu trop détendu, ça discute pas mal un lendemain de journée de repos normalement dans le peloton et souvent on a une chute qui arrive de manière assez enfin voilà, parce que les coureurs n'ont pas été assez concentrés à ce moment là, surtout sur une étape comme aujourd'hui, parce que sur le Giro on a eu des lendemains de journée de repos qui étaient assez touchy cette année. Mais sur le Tour de France, c'était beaucoup plus calme les lendemains de journée de repos. Parce que je rappelle que sur le Giro, je crois que c'est l'étape d'Estradé, me rappeler, c'était un lendemain de journée de repos, et puis l'étape de Madeda, qui était avant la journée de repos, après, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais on a eu des étapes assez costauds. Allez, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, on commence tout de suite avec Nasser Boigny. Nasser Boigny qui finit 4e. Plutôt un bon sprint de la part de Nasser Boigny qui... Alors, le problème de Nasser Boigny, c'est que ses équipiers là n'ont pas très bien travaillé, je trouve. Ils n'ont pas trouvé l'ouverture en fait dans le peloton, ce qui fait qu'il a fait encore une fois énormément de chemin en trop, Nasser, parce qu'il est en capacité d'aller avec Philipsen et Van Aert. Là, il y a un écart de 2-3 mètres qui est dû aux efforts est vraiment très important qu'il a dû faire. Après, l'avantage pour Nasser, c'est que pour le maillot vert, bon, il peut encore jouer le podium de ce classement du maillot vert. La première place, ça sera compliqué. Cavendish a pris un réel avantage avec ce sprint. Il faudrait que Cavendish abandonne pour que Nasser rentre dans le match. Il est à 100 points de Cavendish, donc c'est 2 victoires au sprint. Mais du côté de Boigny, dommage qu'il fasse autant de chemin. Et surtout, je me dis, on lui met que 3 hommes avec lui, alors que chez Arkea, on joue plus le général. Donc il faut un coureur pour protéger Quintana sur ce type d'étape, pour pas qu'il se fatigue, on va dire, pour pas qu'il prenne le vent. Après, je pense qu'on peut laisser le reste de l'équipe avec Nasser Boigny. Surtout qu'encore une fois, en première semaine, il a vraiment montré de très très belles choses. J'aurais aimé du côté d'Arkea qu'on mette un peu plus d'hommes du côté autour de Nasser Boigny. 9e place d'Anthony Turgis aujourd'hui. Là, c'est une performance tout à fait correcte de la part du coureur français. Je rappelle, c'est pas un sprinter, c'est pas le coureur qui sait le mieux frotter Turgis, mais il finit quand même devant Bolt, Garcia Cortina, Laporte, Barth, Bonamour, qu'on finit ensemble l'un derrière l'autre, surtout Colbrelli et Walscheid. Inexistant depuis le début de la course, Max Walscheid. Du côté de Turgis, plutôt un sprint correct. Après, c'est dommage que Boasson-Hagen ne réussisse pas à avoir le rythme. J'ai vu une vidéo de Total Energy où c'est Boasson-Hagen qui parle et il dit ça roule vite cette année, mais je trouve que j'ai plutôt des bonnes jambes.
excuse-moi, mais bon, on a vu des années où Wassenagen, il a gagné des étapes sur le Tour de France. Cette année, sur une étape de plat aujourd'hui, il finit 92e à 1,20. Autant te dire qu'il n'a pas énormément aidé Turgis dans le final, et Turgis, il lui manque du monde. Mais il faut rappeler que ce n'est pas un sprinter. Je pense que du côté de Total Energy, si on ne fait plus confiance à Bonifacio, je peux le comprendre, il y a peut-être des problèmes de relationnel, on ne sait pas, des résultats décevants cette année pour Bonifacio. Alors déjà, il y avait quand même des mecs comme Adrien Petit, même si Adrien Petit, ça fait depuis quelques temps qu'il est plus sprinter numéro 1. Je me dis quand même que l'année prochaine, il va falloir investir sur le marché des sprinters. Surtout que il y en a quelques-uns qui vont être sur le marché, parce que Nasser Boigny pour le moment était toujours n'avait pas de contrat supplémentaire avec Arkea. On pourrait parler également de Brian Cocard. On sait qu'il est sur le départ du côté de BNB, pour aller revenir dans la maison Jean-René Bernaudot, même si je pense que très clairement entre Jean-René Bernaudot et Brian Cocard, le discours est bloqué, mais je pense qu'il y a des sprinters qui sont sur le marché des transferts. Il va falloir trouver du bon parce que voilà, en termes de résultats sur un état comme celle-là, c'est une équipe qui doit être plus devant. Là aujourd'hui, Turgis, c'est pas suffisant si tu veux jouer les grosses places au niveau du général. Et puis je termine avec la déception du jour. C'est Christophe Laporte, 14e, je l'avais mis parmi mes favoris. Ma musique de pronostic était éclatée au sol. Bon, c'est vrai que j'avais peut-être pas été le plus fin du monde. Après, sur les pronostics, moi je prends beaucoup de risques tous les jours. Parce que si je mets les mecs qui gagnent tout le temps et qui ont des très grandes chances de gagner, c'est pas drôle. Parce que je mets des mecs un petit peu surprenants parfois dans mes pronostics. Donc j'avais décidé aujourd'hui de faire ça. Bon, Christophe Laporte quand même, 14e, c'est un petit peu loin au niveau du classement de cette étape. Après, du côté de la Cofidis, on ne lui met pas de personnel autour de lui, donc ça ne peut pas marcher non plus. C'est-à-dire que il se débrouille complètement seul, j'ai l'impression. Là encore, du côté de chez Cofidis, je ne comprends pas trop la stratégie. Surtout quand je vois que Guillaume Martin ne joue pas le général, qu'il n'y a personne dans l'équipe en fait, qui joue forcément une carte personnelle, on va dire. Quand on a un sprinter qui est quand même capable de faire des top 5 sur le Tour de France, je pense qu'il faut aider ce sprinter-là. Et aujourd'hui, on ne l'aide pas. Et je trouve ça assez incompréhensible. Normalement, le cyclisme est un sport quand même collectif. C'est le sport collectif le plus individuel, des fois, on dirait. Parce qu'on ne parle que d'un mec. Enfin, quoique dans le football moderne, on parle quand même beaucoup des attaquants. Mais du côté de Christophe Laporte, ouais, j'aurais aimé du personnel. Parce qu'aujourd'hui, il fait 14e, mais il manque tellement de monde. Sur en plus un sprint qui était quand même plutôt bien pour lui, parce qu'il y avait eu des tentatives de coups de bordure. Il aime quand la course est rapide. Et là, ça n'a pas fonctionné comme il le voulait, parce que ça a quand même roulé à 45 à l'heure aujourd'hui. Donc, c'était quand même une étape où on ne sait pas trop. C'est pas trop détendu pendant la journée. Et je pense que Laporte pouvait faire de belles choses. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! 2 coureurs au top aujourd'hui, surtout un qui a dominé l'étape pour moi, c'est Mark Cavendish. En même temps, c'est plus facile de dominer l'étape quand le train marche à la perfection. Aujourd'hui, on a De Koninck qui a récité une partition. C'est clair net, ça a été du coup humain, pour utiliser des expressions de vieux. Ça a été parfait, quoi. Ça a été parfait de A à Z. Il n'y a pas une note qui n'a pas été placée dans le bon temps. Et pourtant, on avait décidé d'utiliser des petites croches, pour là encore parler musique. On avait décidé d'utiliser de prendre un petit peu de risque, je trouve, à certains moments. Notamment quand Pamarkov, j'ai oublié son nom, je vais retrouver du côté de chez De Koninck. Quand Casper Asgreen a décidé de rouler, je me dis c'est peut-être un peu tôt quand même. C'est peut-être un peu tôt par rapport à d'habitude, il roule un peu plus tard, mais il a totalement tenu son rang, Casper Asgreen.
Après, Ballerini l'emmène avec Morkov. Morkov fait 6 aujourd'hui. Ah, Mikhail Morkov, quoi. C'est 6. Pour dire qu'il l'a emmené, il l'a lâché à 250 mètres, 200 mètres. Il l'a lâché parfaitement, quoi. C'était presque trop facile aujourd'hui parce que pour Cavendish, il a fait son sprint, mais en fait la victoire, elle est due aux efforts qui ont été faits avant par son équipe, encore une fois, qui a réalisé un train d'une qualité assez rare. C'est un truc à regarder dans les écoles de cyclistes parce que le collectif de Koninck a fait 95% du travail pour Cavendish. Cavendish, il a mis la cerise sur le gâteau. Mais très clairement, le gâteau, il a été fait par les équipiers, quoi. Et aujourd'hui, Cavendish, il est fort, mais il a aussi une équipe qui est très forte. Le Tour de Turquie, on le voit, a été quand même primordial pour Mark Cavendish pour retrouver la confiance. Mais là, le train est quand même très solide de la part de Koninck. Et on ne peut pas négliger cet aspect-là dans les résultats de Cavendish. S'il gagne le maillot vert à la fin de ce Tour de France, il a quand même maintenant plus de 50 points d'avance sur son plus proche adversaire. Ça sera dû aussi au train et ça sera un maillot vert, je dirais, collectif. Mais ça sera un beau maillot vert parce qu'il aura gagné des sprints. Ça ne sera pas du tout un maillot vert au rabais. Du côté des coureurs au top, le deuxième, c'est Van Aert. Très bon boulot de Van Aert, seul. Je ne l'ai pas vu énormément aider, mais c'est un coureur qui sait se placer. Il a une science du placement quand même, Van Aert, surtout dans des étapes comme ça, un petit peu bordureuses, on va dire, avec pas mal de vent. C'est un coureur qui est excellent dans ce genre de domaine. Il a saisi sa chance, ça échoue à pas grand chose par rapport à Cavendish, mais le train de Cavendish a fait un tel travail que voilà, Van Aert était en impossibilité de remonter sur Mark Cavendish, mais c'est assez intéressant. Il y aura l'étape de Sorgue. Et le lendemain, il y a encore une étape de sprint. Il y a 2 étapes de sprint, un Nîmes-Carcassonne ensuite, jeudi et vendredi. Moi, je pense que Wout van Aert, il faudra regarder s'il ne peut pas performer sur ces 2 étapes-là, parce qu'il me semble très très fort en ce moment. Je continue du côté des bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, j'ai décidé d'en mettre 4. Je commence avec Michael Matthews, 5e. Alors, ça décolle pas au niveau des résultats pour Matthews sur les sprints, sur ce Tour de France 1. Il avait fait 2e à Landerneau, mais c'était pas vraiment un sprint. 18e à Pontivy, 4e à Fougères, 9e à Châteauroux. Là, donc 5e à Valence. Il manque quelque chose aujourd'hui à Matthews, je trouve, cette année même. Moi, quand je l'ai vu arriver chez Bike Exchange, je me suis dit, allez, il retrouve un petit peu la maison où il était très performant avant Sunweb. Je me dis, il va peut-être réussir à se relancer, parce que c'est vrai que les résultats sur 2020... 2019, il a remporté la Bretagne classique, mais avec une starting list qui était affreusement faible cette année-là, parce qu'il y avait Luka Mesgek et lui pour la gagne. Donc c'était vraiment très très faible. Et en 2019, où il est arrivé à remporter le Grand Prix de Québec, mais qui n'est quand même pas la course là non plus, avec la plus grande starting list, Mathieu, je me disais, allez, c'est cette année, il va se relancer après une fin de série avec Sunweb qui a peut-être pas forcément été exceptionnelle, et puis ça se relance pas des masses. Alors est-ce que c'est dû à des problèmes physiques, à des modifications, des transformations physiques? C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un coureur qui passe très bien les bosses. Est-ce que ça nuit à ses sprints, tout simplement? Mais bon, avec Colbrelli, ça n'a pas l'air de le gêner. Est-ce que c'est un coureur qui ne s'entraîne pas assez? Est-ce que c'est un coureur qui a des problèmes physiques, des douleurs physiques qui l'empêchent de performer à haut niveau? Mais pour moi, aujourd'hui, sur un sprint de 2e semaine, Matthews, il doit être dans le top 3. Surtout quand on fait autant rouler ses équipiers. C'est-à-dire que l'équipe Bike Exchange a énormément travaillé aujourd'hui. C'est un petit peu dommageable quand même de ne pas réussir à performer alors qu'on fait travailler ces hommes.
Ça me rappelle énormément Sagan l'année dernière sur le Tour de France, c'est-à-dire qu'il avait fait rouler énormément de fois la Bora pour au final accoucher de résultats assez moyens, voire assez médiocres lorsqu'il faisait travailler son équipe. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil du côté de Back Change et c'est un petit peu décevant pour Michael Matthews. Je continue du côté des flops avec Peter Sagan. Peter Sagan qui fait 8e aujourd'hui. De toute manière, je crois que du côté de la Bora, on n'y croit pas trop à Sagan. J'ai pas vu. Alors, ils ont tenté un petit coup de bordure, la Bora, mais non, c'est quand même décevant. Une 8e place pour Sagan, mais bon. Sur le Giro d'Italie, sur sa victoire, à part sa victoire, j'avais pas été impressionné par le Sagan du Tour d'Italie, même s'il gagnait le maillot cyclamen. Même si après sa victoire au Tour de Romandie ou sur le Tour de Catalogne. Moi, depuis le début de saison, je trouve qu'il n'est pas très bon, Sagan. Je ne suis pas impressionné par le Peter Sagan. Alors peut-être également que sur ce Tour de France, il a du mal à être performant. On ne lui met peut-être plus une équipe également à son service parce que on sait qu'il est sur le départ. On sait que Peter Sagan, très clairement, Total Energy lui fait les yeux doux depuis quand même de nombreuses semaines. On sait qu'il y a des discussions. Il y a un problème pour le moment, c'est que les vélos de Total Energy sont des Villiers, alors que Peter Sagan est sponsorisé par Specialized. Donc il faudrait que Total passe sur des vélos Specialized. C'est en train d'être discuté. C'est vraiment le truc qui bloque pour le moment avec Peter Sagan. Mais je me dis, chez Total Energy, ils vont encore récupérer un coureur qui pour le moment ne performe pas des masses. Peter Sagan. Alors, ça sera quand même mieux que Boasson-Hagen, Tepstra et autres. Ça c'est clair et net. Mais je me dis, est-ce qu'il sera en capacité de faire du bon travail ? Pas sûr. En tant que sprinter principal, je pense qu'il faut avoir une autre carte du côté de la Total. Je pense que Peter Sagan ne suffira pas. Cheshbol, on en a discuté dans les commentaires. 10e, mais bien moins fort que l'année dernière, bien moins fort que sur Paris-Nice du côté de Cheshbol. Bon, il y a un truc qui... Pourtant, la DSM fait plutôt du bon travail. Il y a un truc qui ne fonctionne pas du côté de Cheshbol. Peut-être qu'il manque des jours de course, peut-être tout simplement des problèmes physiques. Mais c'est quand même un coureur qui a remporté une étape sur Paris-Nice, qui a ensuite fait 7e du De Panne Tour. Là, pour le moment, c'est entre 6 et 8, là aujourd'hui 10. C'est pas très reluisant, je trouve. En plus, pour un sprint, encore une fois, deuxième semaine, un sprinter qui passe plutôt bien les bosses, plutôt bien la montagne. Je me dis que c'est un petit peu dommageable pour un coureur de ce type-là, mais bon. L'avantage, c'est qu'il est encore jeune, 25 ans. Après, c'est peut-être également un physique qui souffre. Quand même un grand gabarit, 94-83 kg. Peut-être pas forcément facile pour un sprinter de trimballer cette carcasse-là. C'est bien d'être costaud pour être un sprinter. C'est pas forcément avantageux d'être grand et costaud pour un sprinter. On termine avec Colbrelli. Alors, je mets un flop pour Colbrelli, certains vont me dire c'est sévère. Je mets un flop, c'est 17e place pour l'étape, c'est pas suffisant. Alors, on va me dire, oui, mais il a crevé. Je sais qu'il a crevé, Colbrelli. Le problème, c'est que sa gestion de la crevaison a été catastrophique. On est encore à 28 km de l'arrivée. Alors, je sais bien que l'étape est assez nerveuse depuis une dizaine de kilomètres à ce moment-là. Mais il est à 28 bornes de l'arrivée. Paniquer à ce point-là, je trouve que c'est une erreur. Surtout qu'on savait que dans le final, c'était vent de face. Donc il y avait le temps de revenir pour Colbrelli. Cette mauvaise gestion, ce stress énorme qu'il a mis à ses équipiers, également aux hommes dans son équipe, parce que je pense que le mec, quand il a remis le vélo, le mécano, il a dû avoir un petit coup de pression quand même quand il lui a donné le vélo. Je trouve que c'est une erreur de la part de Colbrelli, qu'il aurait dû mieux travailler, garder son self-control à ce moment-là. Il perd peut-être la course parce qu'il s'énerve à ce moment-là, il perd de l'influx nerveux. Il se met en colère contre tout le monde pendant 5 minutes
Et à ce moment-là, je pense moi qu'il perd la course, enfin qu'il rate un top 10 parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il avait encore la capacité de faire top 10 et pour le classement du maillot vert, eh ben, c'est quand même un coup dur pour lui. Demain, Sorgue Malocène, gros morceau de ce Tour de France avec 2 fois le passage du Mont Ventoux. On fera la présentation de cette étape demain, 7h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur la Mayoc Production. Ciao, ciao!